Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aux Entretiens du Larme, le laboratoire d'actualité de la recherche des masters d'histoire. Ce magazine donne la parole aux étudiants de master en cours de rédaction ou franchement diplômés par un échange que l'on espère fructueux. Pour ce premier numéro, nous rencontrons aujourd'hui Marine Renard qui va nous parler de ses deux masters d'histoire. Bonjour Marine. Bonjour Cyril. Vous avez donc brillamment soutenu deux mémoires de master, le premier en juin 2017, sous la direction de Philippe Poirier, traitant du tabou des règles à l'heure d'Internet dans la société française d'aujourd'hui, entre héritage et désir de changement, où vous vous demandez de quelle manière l'influence d'Internet organise un nouvel espace d'échange pour remédier au poids d'un héritage culturel et social aujourd'hui. Vous montrez alors que ce sujet, souvent tabou, a pu avoir une nouvelle visibilité sur Internet. Le second mémoire fut soutenu en juin 2018 sous les directions conjointes de Philippe Poirier et Hervé Mazurel, à l'Université de Bourgogne encore une fois, sous le titre de « Les règles, expériences singulières et conscience collective, les effets du tabou des règles sur le rapport à soi et à la société dans la France des années 2010 à travers le prisme d'Internet », où vous interrogez sur la manière dont se traduisent les rapports entre les discours de détabouisation des règles d'individus et la norme sociétale dans la sphère numérique d'aujourd'hui. Vous avez ici davantage étayé votre propos sur l'expérience et la représentation de ce phénomène à travers la toile. Tout à fait. Alors tout d'abord, votre travail s'appuie sur des sources très particulières pour l'historien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu davantage? Oui, bien sûr. Alors mes sources ne sont pas des archives, comme on pourrait s'y attendre, un carton d'archives. Donc j'ai choisi, et d'ailleurs le fait que ce soit récent, donc que ce soit qu'à partir de 2010, ne me permet pas tellement d'avoir des objets matériels. J'en ai quelques-uns, donc que ce soit des ouvrages tirés, ou alors c'est numérique, donc que ce soit des e-books ou tout simplement des articles de journaux. Et je voulais vraiment appuyer le fait d'Internet, ce nouvel outil qui est certes assez ancien, mais sa propagation et l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui à travers les médias sociaux font qu'on a beaucoup de sources, une multiplicité des sources, mais ça demande une nouvelle manière de les approcher. Et j'ai trouvé ça vraiment jouissif de voir en fait toutes les différentes sources que vous utilisez, notamment les commentaires. Comment appréhendez-vous les commentaires? Alors, le choix des commentaires. Alors, tout d'abord, pour mes mémoires, j'ai décidé de... Alors, il faut faire des choix en tant qu'historien, et ils sont parfois arbitraires, donc le fait de choisir les commentaires, donc déjà c'est une interaction entre les internautes, mais entre le public, mais aussi la personne qui fait, que ce soit dans le journal ou que ce soit... c'est un rapport entre l'invisible et le visible, parce que si on choisit de faire un commentaire, c'est qu'on a envie d'interagir, parfois pour des raisons plus ou moins intéressantes. Et le choix, donc pour les commentaires, il y a aussi des commentaires invisibles qu'on peut avoir seulement quand on est inscrit sur le site, donc ceux-là ont été éliminés puisqu'il faut avoir un compte. Et moi je voulais que ce soit public, donc c'est-à-dire directement accessible, qu'on ait un compte ou non. En effet, donc des nouvelles sources pour les historiens. Et ce qui est frappant dans vos travaux, c'est vraiment de voir que les règles ont une histoire. Oui, alors c'est une histoire un peu invisible. Donc c'est une histoire de l'invisible qui devient de plus en plus visible dans l'espace public. Et c'est là que c'est intéressant puisque c'est Internet qui a permis de faire ressurgir au travers de différents travaux, différents biais, en fait, sont ressortis. Mais c'est une histoire de l'invisible puisqu'en fait elles n'ont pas eu de travaux, les règles n'ont pas de travaux en elles-mêmes, des travaux d'historiens n'existent pas sur le thème des règles. C'est vrai qu'en fait on voit finalement que ce thème-là, ça émerge vraiment grâce à Internet et une certaine ouverture de la parole. Tout à fait. On n'a pas de travaux d'historiens proprement parlé ou de travaux... on a quelques travaux sociologiques, mais pas sur les règles en tant que telles. On en a quelques-uns, on a des journalistes qui ont essayé de faire un état des lieux des règles, duquel je me sers en source, et pour appuyer mon propos, mais surtout comme source. C'est pour appuyer le fait qu'on essaye, mais il n'y a pas de travaux qui aient une profondeur historique. C'est ce que j'essaie de faire au travers de mes mémoires. Tout à fait, en effet. Et on peut dire en effet aussi que vos travaux s'inscrivent dans un courant historique bien particulier, qui est en pleine effervescence aujourd'hui, l'histoire du corps, de la représentation. Oui, alors l'histoire des représentations. Alors au départ, oui, je voulais faire une histoire juste des représentations, puis ensuite
je me suis appuyée sur les travaux de Georges Vigarello, donc historien du corps, historien, oui, tout ce qui est sur la corporalité, donc, et surtout, c'est aussi un peu du militantisme, hein, faire de l'histoire, il y a un biais à avoir, et donc je me suis intéressée aux travaux des historiennes du corps aussi, et des gender studies un peu. Parfait. Alors justement, est-ce que c'est toutes les mutations sociétales qu'on connaît au XXIe siècle, hein, sur la fin du patriarcat, la perte d'influence de la religion, a permis de dépasser totalement ce tabou des menstrues, ou encore aujourd'hui... Alors non, en fait on assiste vraiment à... En fait vraiment le fait que ça ait ressurgi, en fait ça montre aujourd'hui qu'il y a toujours une réticence, par exemple au travers des publicités, la publicité Nana qui a encore il y a quelques semaines a montré qu'en réalité il y a encore une réticence, même vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de leur propre corps. En fait, on ne veut pas, dans un espace policé auquel on attache beaucoup d'importance à l'apparence, et surtout les fluides corporels en eux-mêmes, il y a un certain dégoût. Et on voit un fossé entre ceux qui... entre ceux... on pourrait, de manière très stéréotypée, il y aurait 3 types de personnes. Ceux qui s'y intéressent, ceux qui se désintéressent, mais pas parce qu'ils sont dégoûtés, mais juste parce que c'est pas important pour eux. Et voilà. Et il y a ceux qui sont vraiment contre tout ça. De manière très stéréotypée, on pourrait dire qu'il y a à peu près 3 types de personnes. Et en fait, non, on assiste... Oui, il y a de plus en plus d'apparence, mais ça relève aussi... il y a aussi des personnes qui ne veulent pas le voir. Bon, en effet, justement, si on reprend l'exemple des publicités que vous avez cité, hein, on voit vraiment qu'il y a une ambiguïté autour des règles, hein, notamment dans l'exposition de la couleur. Oui, tout à fait. Oui. Le rouge en tant que tel, en prenant les travaux de Michel Pastoureau, où il a travaillé sur le bleu et le rouge, on se rend compte qu'en fait, les histoires ont une couleur, les couleurs ont une histoire, et en fait, on se rend compte que l'utilisation du bleu, ça ramène à une forme de propreté, de pureté, tandis que le rouge, c'est des connotations très péjoratives. Alors, justement, pour rebondir là-dessus, sur cette histoire de couleur, on peut voir aussi que l'art, particulièrement, c'est un biais très intéressant pour saisir toutes ces problématiques autour des règles. Oui, l'art militant, surtout l'art contemporain, donc par des performances, par l'utilisation de nombreux biais. L'art en tant que tel permet de sortir en fait des normes, faire ressortir le dégoût, permet de sortir des normes sociales et de les dénoncer aussi. Oui, vous avez des très belles analyses, notamment d'artistes comme Rupicor. Oui, Rupicor, qui est une artiste canadienne, d'origine indienne, qui en fait m'a permis, celle qui m'a permis de faire ce mémoire, puisqu'en fait au travers de son exemple, je me suis dit en réalité Instagram, donc le nouvel espace public, un nouvel espace social, interdit quelque chose qui est tout à fait naturel. Et elle, en plus c'était un devoir, c'était vraiment quelque chose d'artistique, c'était pour ses recherches, et en fait on lui interdit quelque part aussi de faire ses propres études. Donc en fait on a une double peine pour elle, puisque on l'interdit d'interagir en tant que femme, militante, voilà, et dans ses recherches, puisqu'en fait c'est devenu caduque, puisqu'en fait on lui interdit de montrer son propre travail d'étudiante. En effet, c'était vraiment très 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 intéressant. Il y a encore d'autres artistes que vous citez qui sont tout aussi intéressants. Alors, justement, en fait, j'ai l'impression que les règles sont devenues aujourd'hui une question à la fois sociale et même politique. L'histoire de la taxe tampon était particulièrement très très intéressante. Oui, parce qu'en fait, on a ici une interaction de l'espace politique, du politique, dans un espace qui se veut social et intime. Donc en fait, on reconnaît, dans les débats aussi qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, d'un homme qui prend parti, mais qui n'a jamais vécu... Christian Eckert. Voilà, tout à fait. Qui n'a jamais vécu ce que c'est que d'avoir ces règles, mais aussi de dépenser pour quelque chose que les femmes n'ont pas voulu. Je veux dire, lui, il prend l'exemple de porter des lunettes ou de se raser, avoir une barbe, ou pas. Lui, en réalité, c'est un choix. On pourrait très bien vivre avec une barbe.
revient à la mode aujourd'hui. Voilà, c'est avoir une barbe, on la taille ou pas, enfin voilà. Ça reste un choix. Avoir ses règles, on n'a pas trouvé quelque... Enfin si, il y a des moyens, mais ça veut dire ne plus avoir d'enfants, enfin ne pas avoir ses règles, c'est pas quelque chose de naturel. Ça relève d'ordre médical, donc voilà, donc ça reste naturel. Donc... Ça touche en effet vraiment quelque chose autour de la féminité. Tout à fait. Qui est très importante. Oui, alors chez certaines personnes, alors ça ne dérange pas nécessairement avoir ses règles ou pas, c'est pas une question, mais avoir ses règles, ça relève, à l'adolescence, ça relève de la féminité. Avoir ses règles, c'est une forme, c'est passer, en notre cas, passer à quelque chose d'autre. C'est aussi révélateur de pouvoir, enfin, pas toujours, mais dans l'imaginaire collectif, avoir ses règles, c'est la possibilité, encore là, enfin, c'est des discours, voilà, mais c'est pouvoir devenir mère. Et le but d'une femme, plus maintenant, mais c'est de devoir devenir mère. En effet. Il y a cette ambiguïté. Et justement, autour de cette question sociale et politique, il y a aussi la question des congés menstruels qui est un grand débat. Oui, il y a eu un grand débat qui a été amené à la radio, qui a été par plusieurs biais en fait. Il y a toute cette histoire. En fait, il faut se remettre à la place. Donc, dans certains pays asiatiques, on dit qu'il y a le droit. Mais il y a une théorie, il y a la théorie et la pratique. Donc, est-ce que le fait d'avoir des congés menstruels, sont-ils vraiment pris dans ces pays-là ? On se rend compte que non. Mais en fait, il y a le fait de pouvoir les avoir. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance. En fait, c'est plus la recherche de reconnaissance qu'il y a en fait vraiment un souci avec les règles. Enfin, un souci. Qu'il y a vraiment toute cette ambiguïté. Enfin, je veux dire qu'il y a que ça existe et que c'est pas quelque chose qui est simple à vivre. Je pense que c'est plus de l'ordre de la reconnaissance que de l'ordre véritablement de cette envie d'avoir des congés pour avoir des congés. C'est pas des congés en plus, c'est juste une reconnaissance que certaines femmes le vivent mal. D'accord, et justement, ça c'est intéressant de voir qu'Internet a permis de développer plusieurs visions et expériences plurielles. Oui, en fait, grâce à Internet, on a cette vision, enfin, on a l'impression qu'avoir ses règles, c'est quelque chose de normal et quelque chose de... Et pareil, il y a cette relation à la douleur aussi, qui est quelque chose de très ambigu. Enfin, je veux dire, chaque personne, qu'on soit homme, femme ou son genre, enfin voilà, il y a toute cette expérience de la douleur. Et en fait, il y a cette reconnaissance petit à petit que non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Et c'est révélateur de quelque chose. Alors oui, avoir mal, mais quel seuil donne-t-on à la douleur ? C'est très difficile. David Le Breton l'exprime d'ailleurs dans ses ouvrages, le seuil de douleur dépend de la personne. Même les médecins ont du mal à en prendre conscience, puisqu'il y a une échelle de la douleur qui existe, mais encore une fois, un 5 sur 10 chez une personne ne sera pas la même chez une autre. Et justement, le cas de l'endométriose est très intéressant, parce qu'il a pu être vulgarisé aussi par Internet, et toutes les questions de douleur aussi, notamment par des vedettes comme Laetitia Mignot, oui. qui mettent ce débat sur en fait, on se rend compte que l'endométriose, donc, qui est une maladie... Alors, on l'appelle la maladie des règles, mais à tort, mais parce qu'en fait, c'est dans l'endomètre, en fait, c'est l'endomètre qui se met partout, donc ça crée des douleurs atroces. Enfin, voilà, les personnes expriment une douleur atroce vis-à-vis de cette maladie. Et en fait, c'est une maladie qui n'avait pas de place parce qu'on se disait que c'était normal. Voilà, c'est encore une fois lié à la douleur. Et c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Mais on se rend compte que... Et il y a un décalage dans le diagnostic. Alors aujourd'hui, comme on commence à avoir un peu de visibilité pour cette maladie et de plus en plus d'associations qui se battent pour ça, et des femmes, que ce soit par exemple Laurie, enfin, la chanteuse qu'on connaît tous, Laurie qui est atteinte d'endométriose et qui a du mal à avoir des enfants. Enfin, voilà, pareil pour Laetitia Mignot qui a eu du mal à avoir des enfants, mais parce qu'elles sont atteintes d'endométriose. Et c'est des personnes comme ça, des personnalités publiques, ou même des nouvelles personnalités publiques comme les youtubeuses qui sont atteintes d'endométriose et en fait qui permettent d'avoir un nouveau poids et surtout de peser, enfin qui ont un poids, enfin je veux dire quand on a 1 million d'abonnés sur internet, c'est pas n'importe quoi, et ben ça permet d'avoir un poids aussi, de se dire ça existe, c'est pas n'importe quoi, et voilà, c'est pour faire prendre aussi conscience et donc à l'espace politique et aussi médical qui a de nouvelles... Justement, ce que j'ai trouvé très intéressant dans vos travaux, c'est vraiment de voir le décalage qu'on peut avoir entre la vision de la médecine autour des règles et l'expérience, le vécu de toutes les youtubeuses notamment qui mettent vraiment
ceci en parallèle. C'est vraiment très intéressant. En fait, il y a un décalage aussi entre les... Alors, pas tous les médecins, il y a certains médecins que j'ai cités dans mes mémoires qui sont très attachés à ce qu'il y ait un renouveau, mais il y a ce décalage entre faire de la médecine et puis aussi, je veux dire, les médecins qui manquent, voilà, mais il y a ce décalage entre le médecin qui va avoir cette vision, et pourtant même des femmes, sages-femmes, des gynécologues, qui vont avoir une approche très stéréotypée, très froide, très clinique, mais on oublie, c'est ce qu'on reproche souvent aux médecins, de ne pas prendre l'humain en compte et de se dire que y a un humain, que l'humain c'est unique, que ça dépend, et que quand on voit les témoignages sur internet, dans les commentaires, ou des youtubeuses qui se disent j'ai été très mal reçue par un médecin parce que j'en suis à ma 3e pilule, puis ça va toujours pas avec mes règles parce que moi j'aimerais bien arrêter d'avoir mal, et puis prendre la pilule comme solution. On aimerait bien ne plus avoir mal sans, c'est difficile de passer sans médicaments, mais voilà, d'avoir une prise en compte, de se dire, voilà, le congé menstruel servirait à ça, pas avoir un recours systématique au médical ou aux médicaments. Ce serait en fait un nouveau moyen aussi de pallier à tout ça. D'accord. Et justement, est-ce qu'on accepte, selon vous, davantage aujourd'hui le flux menstruel, notamment dans le domaine du sport? Y a-t-il une reconnaissance Est-ce qu'on a une vraie... encore une fois, c'est lié à la femme. La femme, c'est 50% de la population. Si on grossit le trait, c'est 50% de la population. C'est un domaine très masculin. Alors même si on a des sports mixtes, même entre femmes, je veux dire, il y a quelque chose de... Le sport, c'est aussi l'espace public, c'est aussi se montrer, et il y a tout un aspect à avoir ses règles pendant le sport, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est relié au domaine médical. Devoir prendre des médicaments, être moins performante aussi, comme l'exprimait la nageuse chinoise, je suis désolée, j'ai oublié le nom, et je ne me risquerai pas à l'écorcher. Fu Yangqi. Oui, je ne risquerai pas à l'écorcher. Et bien, cette nageuse, en fait, exprime qu'elle était moins performante, mais encore là, c'est ce qui a fait aussi prendre conscience que, oui, c'est possible d'être moins performante. Et c'est une reconnaissance aussi de se dire qu'on atteint ses limites. C'est une reconnaissance des limites, et que les règles sont une forme de limite aussi, qui, en fait, nous empêchent d'être à 100%, puisque il y a la douleur, il y a aussi le fait d'avoir peur aussi, de cette peur de la tache rouge, même si on a un maillot de bain noir, mais bon, on a toujours peur, ou même dans l'eau, je veux dire, le fil du tampon qui dépasse, ou quelque chose comme ça. Même si aujourd'hui il y a la cup et tout ça, on a toujours cette appréhension, en fait, que ça se voit. Même si tout le monde sait que ça existe, on a quand même peur que ça se voit. Bien sûr, ouais. C'est même ça dans le sport. On revient ici encore au thème de la souillure, de l'impureté. Alors justement, pour revenir un petit peu aux analyses vidéo, vous mettant en lumière ce fait très intéressant des partenariats. On a de plus en plus de youtubeuses ou de chroniqueuses lifestyle qui vont donc avoir des partenariats avec des marques. Est-ce que ça amène selon vous une nouvelle dimension dans l'acceptation de ce thème, ou au contraire, est-ce davantage cynique? Je pense que c'est un moyen, alors oui, alors on a un partenariat, certes ça génère de l'argent, mais comme l'expliquent les youtubeuses, il y a toujours, faut prendre toujours du recul par rapport à ça. Même si les youtubeuses disent qu'elles sont libres de dire tout ce qu'elles veulent, je veux dire, c'est quand même un placement de produit, on doit faire la pub de ce produit. Mais si on enlève ce côté très publicité, très mise en avant d'un produit, en fait on se rend compte que ça participe en fait au fait que les règles, ça reste quelque chose de normal, et que présenter un paquet de serviettes hygiéniques ou un paquet de tampons quand on présenterait un rouge à lèvres, est-ce que c'est pas une normalisation en fait de l'utilisation de ces produits? Je veux dire, oui, on est obligé de se... Ou alors, si on... de manière plus écologiste, il y a aussi avec des partenariats avec des choses plus vertes, comme l'utilisation des serviettes réutilisables, tout ça, ou des cups. Je veux dire, voilà, donc c'est pas que des partenariats avec des grands groupes comme Always ou Nana, mais en fait ça participe à la normalisation. Très bien, en fait ça devient un produit comme un autre. Oui, voilà, c'est vendre un paquet de serviettes hygiéniques ou une serviette hygiénique réutilisable comme on présenterait un bâton de rouge à lèvres ou une palette de maquillage, justement ça selon moi en tout cas ça participe à cette normalisation. Très bien. Voilà. Alors pour finir, comme nous adressons à un public éclectique et nous avons sans doute quelques
professeur parmi nous, je voudrais savoir quel usage pédagogique vous pourrez faire de votre travail. Peut-être en EMC. J'imagine aussi. Oui, peut-être en EMC parce que l'intégrer dans les programmes scolaires en tant que tel, c'est un peu compliqué. Pour l'histoire et la géographie, en effet, c'est difficile, mais en EMC, on a beaucoup de choses à faire, sur l'égalité filles-garçons, tout simplement. Voilà, donc que ce soit dans le domaine politique, avec la reprise de la taxe tampon, qu'est-ce qu'une taxe, pourquoi est-ce que c'est important, ou alors tout simplement, on pourrait le reprendre aussi, mais peut-être pas nécessairement en histoire-géographie, mais peut-être en économique et sociale, puisqu'on a toute la présentation des entreprises, comment une entreprise peut utiliser les différents biais, donc Internet, tout ça, et qu'est-ce qu'un partenariat, donc à mon avis, et tout ce qui est dans le domaine social aussi, donc encore une fois les soucis d'égalité, d'équité, d'accès aussi aux serviettes hygiéniques, parce que quand on a une femme qui vit dans la rue, c'est pas la même chose que quand on a une femme, ou une jeune fille, ou une femme, C'est vraiment, tout dépend du milieu social aussi, donc à mon avis, il y a quelque chose à faire peut-être dans l'ordre de l'économique et sociale ou en EMC. Très bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup Marine pour cet entretien qui fut passionnant et passionné. Je vous remercie. Alors si vous souhaitez en savoir davantage ou contacter Marine pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook du LARM ou à nous contacter par Twitter. Nous attendons également vos remarques et vos conseils. On se revoit très bientôt, j'espère, pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, d'ici là, la recherche continue.